Vous vous êtes déjà demandé à partir de quand les gens opposent leur libre arbitre à des ordres contraires à leurs valeurs? Le genre de question que tout le monde se pose. C'est en tout cas ce à quoi le psychologue Stanley Milgram a tenté de répondre dans une série d'expériences menées dans les années 60. L'expérience se passe comme ça. D'un côté d'une cloison, on a l'expérimentateur et le sujet de l'expérience, et de l'autre, un complice de l'expérimentateur. L'expérimentateur va demander au sujet de tester la mémoire du complice en lui demandant de répéter une liste de mots. Dès qu'il se trompe, l'expérimentateur va ordonner au sujet d'administrer une décharge électrique. Plus il y a d'erreurs, plus on augmente la dose jusqu'à 450 volts. Évidemment, c'est pour de faux vu que c'est un complice. Avant l'expérience, Milgram a interrogé plus d'une centaine de personnes de divers horizons pour savoir ce qu'ils feraient dans cette condition. Évidemment, quasiment personne n'a dit qu'ils iraient jusqu'à donner la dose maximale. Ce sont les résultats qui étaient prévus avant l'expérience. Mais qu'est-ce qui se passe quand on y est vraiment confronté? Eh bien en fait, 65% des gens ont obéi et se sont retrouvés à administrer la dose maximale, et par conséquent, ont tué le complice. Selon Milgram, les gens se retrouvaient dans ce qu'il appelle un état agentique, c'est-à-dire qu'ils se soumettaient à l'autorité, représentée ici par l'expérimentateur. C'est-à-dire que l'individu agit selon la volonté d'autrui. Par conséquent, il ne s'estime plus responsable de ses actes. Les résultats sont assez hallucinants, et cela remet vraiment en cause la théorie du libre arbitre et la toute-puissance de notre volonté. Donc à tous ceux qui se disent « Ouais, non, moi je l'aurais jamais fait », ne sous-estimez pas la soumission à l'autorité. Ainsi, dans un certain contexte, nous ne disposons pas toujours de toute notre capacité à dire non. Bien souvent, on se conforme ou on se soumet à l'autorité. Mais il faut bien comprendre que nous sommes imprégnés, voire façonnés par la société, et celle-ci se manifeste dans nos actes. Et la discipline qui nous aide à penser nos rapports aux autres et à la société, c'est la sociologie. Pierre Bourdieu, dans son livre Le sens pratique, introduit son concept d'habitus, qui pourrait s'apparenter à notre manière d'être. Et cet habitus dépendrait du milieu social dans lequel on a grandi. Genre, les riches vont jouer au golf et boire du champagne, les plus pauvres vont jouer au foot et boire du Ricard. C'est des stéréotypes. Mais cela va plus loin que nos simples habitudes. L'habitus se retrouve également dans la manière de parler, de manger ou de se vêtir. Bref, elle est la matrice de nos comportements individuels et collectifs. C'est pour ça que dans la plupart du temps, nos potes ont à peu près les mêmes goûts que nous. Qui se ressemblent s'assemblent. Bon, évidemment, les travaux de Bourdieu ont une quarantaine d'années, et on peut dépasser nos habitus, même si les stéréotypes ça existe. Genre, prof de philo avec une barbe. Dans mon cas, c'est pour qu'on arrête de me prendre pour un élève. Ainsi, du point de vue des sciences sociales, l'influence de la société est beaucoup plus forte qu'on ne pourrait le penser. Et on pourrait même dire qu'on est choisi par la société. Ça rappelle un peu ce que disait Spinoza. Nous avons conscience des effets, mais nous ignorons les causes qui nous déterminent. Dans les années 80, un scientifique nommé Benjamin Libet s'est demandé si le libre arbitre avait une réalité neurologique. Et pour ce faire, il a imaginé l'expérience suivante. Donc on va placer un sujet avec des électrodes sur la tête, on lui demande de plier volontairement l'index gauche ou droit, et annoncer le moment où il prend sa décision. Libet remarque un écart de 0,2 secondes entre l'annonce et le mouvement musculaire, ce qui est normal. On peut remarquer ce temps de latence dans une épreuve de sprint entre le top départ et les coureurs en action. C'est la suite qui est perturbante. Oui, car on observe une latence de 0,5 secondes entre la stimulation cérébrale, donc le cerveau en action, et la prise de conscience du sujet. C'est comme si le cerveau avait choisi qu'elle doit bouger avant que le sujet en ait conscience. Et là, deux interprétations sont possibles. Ou bien c'est le cerveau qui commande, c'est ce que défend Libet. Ou bien ce temps de latence est dû à une hésitation, et le libre arbitre est compatible avec le déterminisme. C'est ce que défend le philosophe Dennett. On se lève tous pour Dennett. Dennett. Non, vraiment pas. Bon, vous allez me dire, un écart de 0,5 secondes c'est pas ouf, et cette expérience date un peu. Mais en 2007, un groupe de chercheurs s'est reposé la question, et a réalisé l'expérience suivante. Cette fois-ci, le sujet est placé dans un caisson IRM, mais comme chez Libet, on lui demande de bouger l'index gauche ou droit. Entre la décision consciente et le geste, on remarque une latence de 1 seconde. Par contre, l'activité cérébrale anticipe la décision entre 7 et 8 secondes avant que le sujet en ait conscience. Attends, mais c'est ouf ces résultats-là. N'est-ce pas? Je suis juste là. Bonjour. Salut. Attends, si je comprends bien, cette expérience, ça sous-entend qu'il y a de fortes raisons de penser que c'est notre cerveau qui décide à notre place en fait? Dans les grandes lignes, oui. Mais faut pas non plus interpréter trop hâtivement ces résultats. Ouais, bon, ça reste fou cette affaire. Attends, si c'est notre cerveau qui décide, du coup, on en fait quoi de la responsabilité? Oui, mais on peut pas vraiment dire que ce soit le cerveau qui décide, tu vois? Ouais, parce que bon, pas de liberté, pas de responsabilité, non? Alors, du coup, on fait comment niveau justice? Ah bah ça, c'est... Ah, parce que du coup, genre, je peux faire caca dans un petit pot, déposer ça dans la boîte aux lettres de mon voisin relou, et mettre un petit mot, c'est pas moi, c'est mon cerveau. Eh non, voyons, on fait pas ça. Écoute, si tu le demandes pour la science, je vais le faire. Quoi? Mais j'ai rien dit, moi. Par contre, si ça tourne mal, je dirais que c'est toi qui as demandé. On s'appelle pour les résultats de l'expérience? Ah non, moi je veux... Non. Non. Les résultats de cette expérience ont été critiqués par les philosophes. En fait, philosophes et neurosciences ne parlent pas de la même chose quand ils emploient le mot libre arbitre. En gros, les neurosciences disent « Vous avez vu? On est déterminé ».
Et les philosophes disent, bah oui, on sait, mais ça n'empêche pas de choisir. De plus, dans cette expérience, il suffisait de choisir entre deux boutons. On est très loin d'un choix cornélien. Et peut-être qu'au fond, on s'est trompé à vouloir à tout prix démontrer l'existence ou l'inexistence de la liberté. En fait, l'erreur du libre arbitre serait de penser que la liberté est égale chez chacun de nous. Mais moi je ne pense pas, je dirais plutôt que la liberté se perfectionne. Et c'est vrai que quelqu'un qui ne se pose jamais de questions et agit par automatisme est beaucoup moins libre que quelqu'un qui cherche un sens à ce qu'il fait. Cela serait même orgueilleux de prétendre qu'on est totalement libre, influencé par rien du tout. On n'est pas libre, ok. Mais c'est pas grave, on peut le devenir un peu plus chaque jour. Ce qu'on peut appeler liberté, c'est la capacité qu'on a tous de nous libérer de ce qui nous empêche d'être libres. Bon, c'est sûr, ça demande beaucoup de boulot, de remise en question, mais je pense qu'on devrait tous au moins essayer. Parce que finalement, la liberté s'éprouve plutôt qu'elle ne se prouve.